Bonsoir. Merci d'être si nombreux avec nous ce soir. Je m'appelle Stéphane Schex, je suis la directrice du Cœur des Sciences. Alors comme je pense que vous êtes nombreux à être nouveaux aujourd'hui pour cette conférence, le Cœur des Sciences, on est un centre de diffusion et on organise pendant toute l'année des tas d'événements de vulgarisation scientifique sur tous les sujets possibles, inimaginables. Donc c'est sûr, vous allez trouver quelque chose qui va vous intéresser en suivant notre programmation. Alors, dites-moi, est-ce que l'énergie est là dans cet amphithéâtre? C'est un petit peu d'énergie là. Je pense que notre conférencier va pas être très satisfait. Une nouvelle fois? Là, c'est bien, on va commencer à monter la pression sur Martin. Alors, donc, c'est ça. Nous allons accueillir ce soir Martin Picard. Il est professeur agrégé de médecine comportementale en psychiatrie et neurobiologie à la Columbia University et il y dirige le laboratoire de la psychobiologie mitochondriale. Il va tout vous expliquer ça en détail dans quelques minutes. Mais avant de lui laisser la parole, j'aimerais remercier tout particulièrement le GRAPA, le groupe de recherche en activité physique adaptée, qui, à l'occasion d'un colloque qui se tenait ici dans ces murs qui s'est tenu depuis hier et puis qui a fini tantôt. Donc, à l'occasion de ce colloque, Martin nous a rendu une petite visite. J'aimerais évidemment aussi remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qui soutient notre programmation. Évidemment, remercier aussi toute la belle équipe du Cœur des Sciences. Vous les avez rencontrés, Catherine et Coralie à l'accueil. Il y a Jean-François à la régie, Mika à la caméra, Pierre-Luc aux photos. Et on a aussi Juliette. Juliette, elle est illustratrice et elle va faire un compte-rendu graphique de la conférence. Vous avez vu qu'il y a des caméras aussi. Donc, Mika, elle ne va filmer que le conférencier. Vous ne l'êtes pas. Pendant la période de questions, vous avez vu, il y a 2 micros. Donc, on enregistrera seulement le son de votre voix. Si jamais ça pose problème, vous venez nous voir et on arrangera ça au montage. Donc la conférence va durer à peu près 50 minutes et sera suivie d'une période de questions. Pour poser vos questions, donc vous vous levez au micro et puis évidemment je vous demanderai de poser des questions de manière la plus concise pour qu'on puisse passer le plus de monde possible. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon petit mot. Maintenant c'est à Martin de vous expliquer d'où vient l'énergie. Moi j'ai déjà plein de questions, donc j'espère qu'il va y répondre. À tantôt. Quelle joie d'être ici. Merci Stéphane. Merci au Cœur des Sciences. C'est tellement une belle opportunité. Il y a plusieurs membres de ma famille qui sont ici. Ça me touche vraiment. Merci d'être là. C'est une opportunité que j'ai jamais eue de parler des sciences, de parler de mitochondrie, d'énergie, de la vie, de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, en français, devant mon monde. Ça fait une douzaine d'années que je suis expatrié, puis que je reviens régulièrement, mais que je fais toute ma recherche en anglais, puis que j'ai pas souvent l'occasion de discuter de ce que je fais, de partager nos découvertes, puis de partager une vision d'un futur plus sain pour nous tous, pour nos petits. J'ai un petit garçon qui s'appelle Noah. Je pense à lui, je pense à les enfants que lui va avoir, puis les générations qui s'en viennent. Et je sens qu'il faut qu'on change quelque chose dans le système de la santé, il faut qu'on change quelque chose dans notre perception de la santé. Donc ce soir, je vais vous donner un petit tour d'horizon des mitochondries, de l'énergie et du rôle de l'énergie dans la santé. On va faire un petit exercice scientifique ensemble ce soir. Donc, je vais vous amener à travers un petit processus pour qu'on soit engagé un petit peu. Il y a un chercheur bien connu, George Box, qui a dit un jour « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. » Ça, c'est les modèles scientifiques. Toutes nos recherches, toute notre manière de penser, nos schémas psychologiques sont basés sur des modèles qu'on se fait du monde qui nous entoure ou même de la science et des données. Quand notre modèle n'est pas tout à fait correct ou il est un peu limité, des fois ça peut nous mener dans la mauvaise direction. Donc c'est bien de reconnaître et d'avoir l'humilité en tant que chercheur, en tant que membre du public intéressé à la science, qui vous tous êtes ici. Il faudrait reconnaître que les modèles qu'on utilise pour penser à des questions importantes ont une influence importante sur comment on pense. Le genre de questions qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on vieillit? Qu'est-ce qui nous fait vieillir? Et autour de la santé, les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour bien vivre et pour avoir de l'énergie?
c'est étonnamment, les sciences de la santé, le monde de la recherche dans lequel j'ai grandi, ne m'a rien enseigné là-dessus, il m'a enseigné sur les trucs de maladie. Qu'est-ce qui se passe dans les cellules, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, quand on est malade, quand il y a des trucs qui ne vont pas. Et on n'a pas une science de la santé. On n'a pas une science de la guérison. Qu'est-ce qui nous permet de guérir? Guérir des plaies physiques, guérir des plaies psychologiques, des expériences difficiles, des traumatismes qu'on a eus. On est capable de métaboliser ça, de guérir de ça, mais on ne comprend pas comment ça se passe. Scientifiquement, biologiquement, énergétiquement, on n'a aucune compréhension de ça, qui est fou. Parce que le but de la médecine, ça devrait être d'aider le monde à guérir et à être en santé. Donc, ce qu'on fait, c'est un peu quelque chose comme ça. Hein? Il y a un gros problème là, et là, on a différentes perspectives. Hein? Là, ici, on a des scientifiques qui ont les yeux bloqués. Il y en a un qui touche la jambe, qui dit « Ah, c'est un arbre ». Et l'autre qui touche la corde, la défense, il dit « Ah, c'est une lance ». Et l'autre qui touche la trompe, « Ah, c'est un serpent ». Et le ventre, c'est comme un mur, la queue, c'est comme une corde. Et ce qui est important de reconnaître ici, c'est que chacun des individus ici fait une observation valide. Limitée, mais valide. Hein? Valide pour ce à quoi ils ont accès. Donc, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'ils ont toute une petite partie du tout, mais il n'y a aucun d'entre eux qui est capable de comprendre qu'ils sont en train de regarder un éléphant. Hein? Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est enlever le bandeau et se reculer pour voir le problème dans son ensemble. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire. Scientifiquement, on est toujours poussé à aller plus dans les détails, plus des détails, des mécanismes moléculaires, tout ça, mais on fait rarement le processus, ou du moins, on n'est pas souvent encouragé à faire le processus inverse. Donc, c'est ça qu'on va faire ce soir. On va reculer, puis on va se dire, c'est quoi la santé? Et c'est quoi la guérison? Comment ça marche, ça? Donc, il y a 2 modèles scientifiques phares qui sont en existence. Le premier, qui est le modèle principal dans lequel j'ai grandi, c'est le modèle qui dit le corps humain, c'est une machine moléculaire. Hein? Et chaque organe, c'est comme une partie, une machine, un écrou. Et puis, il y a des plus petite machine moléculaire. Ça, ici, c'est une partie de la mitochondrie qu'on va voir tantôt, qui fait de l'ATP. Ça tourne, puis ça fait des transformations chimiques. Puis ça, c'est une autre sorte de protéines pour lesquelles, quand on comprend la cellule d'une manière moléculaire, ce que ça nous porte à faire ou ce que ça nous permet de faire, c'est développer des médicaments qui vont aller se brancher sur la protéine. Puis, donc, ce concept-là de l'organisme comme une machine moléculaire, ça nous mène à vouloir développer des médicaments pour inhiber des processus cellulaires, moléculaires. La chirurgie, c'est basé là-dessus. S'il y a une partie de la machine qui ne fonctionne pas bien, tu l'enlèves. Tu la remplaces. Probablement beaucoup de personnes ici qui ont un genou, une hanche, une partie qui a été remplacée. Ça, c'est les magnifiques succès de la médecine. Et puis ça vient de notre compréhension ou notre modèle que l'organisme, c'est une machine moléculaire. L'autre modèle, c'est qu'on est un processus énergétique. La médecine chinoise est basée sur une compréhension énergétique avec des méridiens, des chakras, des différents niveaux énergétiques qu'on n'a pas d'instruments pour mesurer. On est plus comme une flamme. Je vais parler de ça un peu plus tantôt. Hein? Une flamme, comme une flamme de vie qui brûle constamment. À chaque minute, je dois respirer pour nourrir mes mitochondries. On doit manger à chaque jour pour nourrir nos mitochondries. Un peu comme une flamme qui se fait nourrir par l'oxygène, puis qui se fait... on voit qui bouge, qui vacille, qui n'est jamais la même exactement. Chaque jour, on est différent. Demain, moi, comme processus énergétique, je vais être différent à cause de ce soir, votre présence que je sens et qui m'influence. Et là, demain, je pensais à ça. Je dis, ah ouais, là, les questions que vous allez poser, ça va influencer mon processus énergétique. Donc, on est à peu près 300 processus énergétiques ce soir ici. On va tous s'influencer, puis on va ressortir d'ici un petit peu transformés. Et c'est un peu une analogie que j'aime bien. C'est comme une chute d'eau. Hein, si tu regardes la chute d'eau, on voit que c'est dynamique. Et si on prend une photo de la chute d'eau, on dit « Ah, voilà, c'est ça la chute d'eau ». La chute d'eau, c'est une affaire. C'est un truc. C'est une affaire qu'on peut peinturer et qu'on peut prendre en photo. Mais l'affaire, c'est qu'une chute d'eau, c'est dynamique. Donc, si on prenait un petit peu de molécules d'eau, hein, de la chute d'eau, puis là, on prend un autre échantillon 1 minute plus tard, c'est pas la même eau. Ce n'est pas les mêmes molécules d'eau. Hein? C'est constamment en flux. Et puis, ce qui permet à la chute d'eau d'exister, c'est le flux continuel.
Hein, le flux continuel des molécules d'eau. Ce qui nous permet d'exister, c'est le flux continuel d'énergie dans l'organisme. La différence principale entre un cadavre, hein, une personne qui est morte, un corps, et une personne vivante qui a des pensées, qui est consciente, qui ressent des choses, c'est le flux d'énergie. Hein, ce n'est pas les cellules. Dans le corps mort, les cellules sont toutes les mêmes. L'ADN est exactement tout le même. Les protéines sont les mêmes. Toutes sortes d'affaires. L'anatomie est la même. Mais sans le flux d'énergie, il n'y a pas de vie. Ah, donc, c'est ça qu'on va regarder ce soir. Donc, qu'est-ce qui coûte de l'énergie? Qu'est-ce qui nous prend de l'énergie? Plein de choses, comme garder vos cellules souches en santé. Hein, dans nos os, il y a les cellules qui se divisent, qui font des nouveaux globules blancs, tout ça. Nos réponses au stress. Hein, quand on se fait demander de parler devant un groupe, il y a un petit stress, l'ego qui se sent menacé un petit peu, et puis le cortisol qui est relâché. Tout ça, ça coûte de l'énergie. Le rythme cardiaque qui s'accélère. L'activité neuronale, on voit ici les petits spikes, là. Ça, c'est d'un neurone qui envoie des signaux. La fonction du cerveau, la cognition, régulation du système immunitaire. Le système immunitaire est tellement magnifique, tellement complexe, tellement énergivore. Coûte beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on se sent un peu mal quand on combat une infection. Le système immunitaire est en train de tout manger l'énergie, puis il en reste moins pour les autres affaires. La guérison. Guérir une plaie. Hein? Mon petit gars, il tombe des fois, ça me fait mal au cœur. Je vois sa peau toute écorchée. Mais il est capable de guérir en une semaine. Poup, ça apparaît même plus. Ça prend de l'énergie aussi. Hein? Si on fait une blessure puis le corps meurt, il n'y a pas de guérison possible. Et le développement, le vieillissement, tout le processus d'intégration de tout ce qu'on vit, tout ça, ça prend de l'énergie. D'où vient cette énergie-là? Ça vient d'un processus complexe. On ne va pas regarder tous les détails ici, là. Je voulais juste vous montrer la dimension scientifique de l'énergie. Hein, ce qu'on voit ici en bas à droite, ça s'appelle la chaîne de transport des électrons. Ça, c'est littéralement des électrons, comme l'électricité, qui se promènent dans des protéines à l'intérieur de la mitochondrie. Ce qu'on voit ici, là, c'est comme un agrandi de ce qu'on voit en haut, la petite mitochondrie. Et là, il y a des électrons qui arrivent de notre nourriture, qui sont capables de se promener là-dedans, comme un courant électrique. Et là, ça arrive finalement à l'oxygène. La raison pour laquelle on respire, la raison pour laquelle on a besoin d'oxygène, tous les organismes vivants ont besoin d'oxygène pour vivre, c'est pour nourrir les mitochondries. C'est l'oxygène ici qui accepte les électrons. Comme la batterie, il y a toujours un pôle négatif, un pôle positif. Les électrons, ils vont toujours de la même direction. Le pôle négatif de notre organisme, de notre processus énergétique, c'est l'oxygène dans les mitochondries. D'où vient cette énergie-là? Les électrons qui se promènent dans la mitochondrie, comme j'ai dit, ça vient de la nourriture qu'on mange. Et cette nourriture-là, ça vient d'un processus complètement inspirant dans les plantes qui prennent le CO2 de l'air, ils prennent l'eau de la terre, ils combinent ça pour produire des gras, des huiles, des protéines, des glucides qu'on consomme, hein, et de l'oxygène, comme un produit dérivé du processus ici. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mange la nourriture que les plantes font et on respire l'oxygène des plantes. Ça s'en va dans nos mitochondries. Et là, dans les mitochondries, les molécules de nourriture, hein, comme les gras qu'on consomme, la mitochondrie arrache des électrons, elle commence à faire couler ça fait de l'électricité. Donc la mitochondrie, littéralement, elle prend des substances physiques, chimiques de nourriture qu'on consomme, dématérialise ça en électricité, en gradient chémiosmotique qu'on appelle. Et là, la mitochondrie utilise sa charge énergétique, sa charge électrique pour produire de l'ATP qui nourrit les cellules. Qu'est-ce que la mitochondrie rejette quand elle a fini de faire ça? Elle rejette du CO2, hein, du gaz carbonique, et de l'eau, qui est intéressant. C'est exactement la chose qu'il faut donner à nos plantes pour qu'elles puissent fermer le cycle. Hein? Le CO2, quand on inspire de l'oxygène, on expire du CO2, comme les chars, comme les voitures qui brûlent du gaz puis qui relâchent du CO2. Donc, les mitochondries ferment le cycle de la vie avec les plantes. Et là, on peut se demander, mais cette énergie-là, d'où elle vient? Hein? L'énergie, c'est jamais créé, c'est jamais détruit. L'énergie, c'est toujours transformé ou recyclé. Donc, d'où vient l'énergie
pour donner l'énergie aux plantes pour faire ces produits-là. Soleil, exactement. C'est un réacteur nucléaire qui flotte dans l'espace, là, à peu près 8 minutes de distance pour un photon. Le Soleil il envoie de l'énergie pure en forme de photon, immatériel. Hein? Énergie, puis là, on peut dire photon, soit c'est une particule ou soit c'est une onde. Il y a des débats là-dessus puis en physique quantique. Donc, c'est un processus électrodynamique quantique dans le Soleil qui envoie de l'énergie sous forme non matérielle. L'énergie frappe une feuille verte, boum, ça se transforme en matière dans la plante. Après, nous, on ingeste la matière et les mitochondries dématérialisent la nourriture pour nous énergiser. Ça, c'est la beauté ou la magie des mitochondries. Donc, il y a plusieurs modèles, comme je disais tantôt, modèles scientifiques. Ça, c'est notre modèle préféré. C'est un peu mitocentrique. Hein? Donc, on met la mitochondrie au milieu ici. On a les organelles. Là, on est à l'intérieur de la cellule. Les mitochondries communiquent entre elles, communiquent avec le noyau. Et ça permet aux cellules de fonctionner comme il faut. Et ensuite, les cellules, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent entre elles. Hein? Et elles s'organisent, ils ont une petite dimension sociale entre les cellules dans notre organisme. Et quand les cellules fonctionnent bien et communiquent entre elles de manière efficace, ça permet de former des organes qui fonctionnent. Et quand on a des organes qui fonctionnent comme il faut, donc le cerveau qui dit au cœur, OK, bon un petit peu plus vite, c'est un petit peu dangereux ici. Il dit au foie, OK, produit des corps cétoniques pour nourrir les autres organes, etc. Donc, quand les organes parlent comme il faut entre eux, on est en état de santé. Et là, ça permet de faire des individus en santé. Et quand on a des individus en santé qui sont capables d'être présents dans le moment et qui sont capables de sentir leur curiosité et d'être vivants, et ensuite, on peut créer des communautés, comme ici ce soir. Belle communauté de personnes qui s'intéressent à leur santé, qui s'intéressent à l'énergie, aux mitochondries. Donc ça, c'est un modèle concentrique, hein, qui est un peu aussi énergie-centrique, ou mitocentrique, si on veut. Mais ce modèle mitocentrique-là, je pense, est ancré dans les principes premiers de la vie, les principes premiers de la physique, où il y a l'énergie qui nourrit les cellules, qui nourrit les organes, qui nourrit le corps, qui nourrit les communautés. Donc, il y a l'information et de l'énergie qui se promène du cœur jusqu'à la périphérie. Et de manière très importante aussi, il y a de l'information qui passe de la périphérie jusqu'au cœur. Et on va parler de ça un petit peu. Donc, les choses qu'on ressent, les choses qui se passent au niveau de notre expérience individuelle influencent notre biologie jusqu'aux mitochondries. Donc, de quoi ont l'air les mitochondries? Si on veut, en tant que biologiste, que scientifique, si on veut comprendre qu'est-ce que quelque chose fait, habituellement, c'est très utile de savoir de quoi ça a l'air, parce que la forme, souvent, est reliée avec la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on est devant notre téléphone ou devant notre ordinateur? On veut savoir de quoi ça a l'air, ça. Bien des jeunes ici, là, c'est sûr, vous savez ça. Qu'est-ce qu'on fait? Google, exactement. Donc, si on demande à Google de quoi ça a l'air les mitochondries, Google dit les mitochondries ont l'air de ça. C'est comme des beans ou des peanuts, dépendamment de ta préférence. Il y a deux membranes. Il y a une membrane externe, une membrane interne. La membrane interne, ça s'appelle les crêtes. Et c'est là que la chaîne de transport des électrons se retrouve. Et là, il y en a qui montrent, il y a comme une petite piscine à l'intérieur là, de la mitochondrie. Ça s'appelle la matrice mitochondriale. Et c'est là que l'ADN mitochondrial se retrouve, à l'intérieur, dans la petite piscine. Donc ça, c'est ce que Google dit. Si tu as la chance d'être un scientifique dans un laboratoire avec un microscope qui vaut à peu près genre 1 million, et là, tu peux prendre des cellules, tu mets ça sur un petit pétri, tu mets ça dans le microscope, puis tu mets un petit colorant dans le pétri pour rendre les mitochondries fluorescentes. Tout le reste est noir, mais les mitochondries sont fluorescentes. Là, tu peux te dire, de quoi ils ont l'air, les mitochondries? Est-ce que Google avait raison? Ça, c'est des mitochondries en vie. Donc, ce qu'on voit ici, c'est chaque filament, chaque petite affaire de couleur, c'est une mitochondrie. Qu'est-ce que vous remarquez? Il bouge, oui, il bouge. Quoi d'autre? Couleurs différentes, oui. Il y a des formes différentes. Il y en a des longues, il y en a des courtes. C'est pas des peanuts. Exact. La couleur ici, bleu, ça veut dire si les mitochondries sont au fond, et rouge, ça veut dire s'ils sont sur le dessus. Hein, parce que là, ici, on regarde dans une cellule. Si on prenait la cellule dans sa grandeur totale, ça serait probablement aussi gros que la salle. Là, on regarde juste une petite partie de la cellule, on voit les mitochondries qui
qui dansent ou qui bougent. On va regarder ces 3 mitochondries-là ici. On voit la vidéo, il va faire un petit loop. Donc, les 2 mitochondries, initialement, ils n'interagissent pas. Là, ils commencent à interagir. La 3e, elle arrive, ils commencent à interagir. Là, la 3e, elle dit « OK, j'en ai assez. » Tchoup, elle s'en va. Donc, il y a cette dynamique sociale-là dans toutes nos cellules. Hein? Donc, on a des milliards, on est fait de cellules, hein? Des milliards de cellules. Et dans chaque cellule, il y a des centaines, des milliers de mitochondries qui se promènent comme ça. Ça, c'est le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie dans nos mitochondries. Une autre vidéo, ça, c'est un neurone dans le cerveau. Je vais vous montrer tantôt des images. Les mitochondries sont différentes dans différentes parties du corps. Donc là, on va rentrer. Ça, c'est le corps cellulaire. Ça veut dire c'est là où il y a le noyau, les gènes de la cellule. Et là, on voit des parties qui sont coupées, là, comme cette petite partie-là ici, cette petite partie-là ici. Ça, c'est des branches, les axones et puis des dendrites des neurones. Donc là, on regarde juste le cœur. Cœur des sciences, cœur de la cellule. Là, la membrane, qui est la membrane de la cellule qui donne sa forme, si on veut, on va l'enlever, puis on va voir les mitochondries autour du noyau, puis après ça, le noyau va disparaître, puis là, on va juste voir le réseau mitochondrial. Puis on va rentrer dedans. Donc, on s'approche de la cellule, la membrane disparaît, le noyau disparaît, puis là, on est dans la cellule. Chaque unité ici, ce n'est pas des bines. Il y en a qui sont un peu comme des bines ou comme des peanuts, mais on voit la beauté, la complexité des mitochondries. Hein, sont toutes différentes. Il y en a qui sont comme ça, en train de se donner un câlin ou en train d'interagir, échanger de l'information. On sait que les mitochondries, quand ils sont proches, elles sont capables d'échanger de l'information. Des ions, de l'ATP et du stress oxydant, etc. Donc ça, c'est une cellule dans le cerveau. Et on voit les mitochondries. Hein, ici, il y a à peu près une centaine peut-être de mitochondries dans le noyau. Ça, c'est la diversité des mitochondries. On va s'arrêter un petit peu là. La beauté des mitochondries. Chaque organe a des mitochondries différentes. Donc, on est fait d'une diversité, un peu comme dans la société. Hein? Il y en a qui sont plus courts, qui sont plus longs, il y en a qui sont plus larges, qui sont plus minces, il y en a qui sont plus cérébrales, il y en a qui sont plus émotionnelles, sentimentales. On est toutes des petites flammes de vie, hein, différentes. On a toutes nos forces, nos aptitudes, nos dons qui nous rendent différents, qui nous rendent plus sensibles à certaines choses. Même chose pour les mitochondries. Donc, on voit ici, ça, c'est mitochondries dans le cœur. En haut à gauche. Ça, ici, c'est une mitochondrie dans un neurone hein, qui transmet l'influx nerveux du cerveau au reste du corps. Dans le muscle squelettique, ça, c'est une cellule avec des mitochondries pas super contentes, où on a fait quelque chose, une expérience dans le laboratoire pour faire mal aux mitochondries. Elles grossissent, puis là, donc on voit une tête de mitochondrie qui n'est pas en santé. Dans le foie, dans le pancréas, dans les testicules, dans le tissu adipeux brun qui nous permet de garder notre chaleur, les bébés. Et là, on va s'approcher de la mitochondrie. Je pense que c'est ma plus belle mitochondrie. C'est une photo que j'ai prise par microscopie électronique. Ça, ces photos-là, c'est pris avec un microscope spécial qui envoie des électrons. On peut regarder les choses quasiment à résolution des protéines puis des membranes. Ça, c'est une mitochondrie dans les glandes surrénales. Ça fait quoi, les glandes surrénales? Ça fait les hormones. Hein? Les hormones comme le cortisol, ça vient des glandes surrénales. Cette mitochondrie-là, son but dans la vie, ou sa fonction principale, c'est pas de faire de l'énergie, c'est pas de faire de l'ATP. Sa fonction principale, c'est de faire du cortisol. Ça, c'est une mitochondrie qui est dans le milieu du cortex de la glande surrénale d'une souris. Et ce qu'on voit, c'est les belles crêtes ici, ces lignes parallèles-là. C'est là que la magie se passe. C'est là qu'il y a toutes les petites protéines de chaîne de transport des électrons, la raison qu'on respire, c'est promener l'oxygène dans les crêtes. Et là, la mitochondrie dématérialise la nourriture en électrons, charge chémiosmotique. Et là, ça utilise ça pour faire des hormones. Donc, toutes les hormones stéroïdiennes qui viennent du cholestérol, qui donnent la vie et qui permettent de répondre au stress, sont synthétisées dans les mitochondries. L'estrogène, la progestérone, sans ces hormones-là, ces deux hormones-là, être enceinte, ça ne serait pas possible. Hein? Le fait qu'on puisse faire des bébés requiert estrogène et progestérone. Ces deux hormones-là sont faites dans les mitochondries, des ovaires. La testostérone, c'est l'hormone qui détermine si tu as un pénis ou si tu n'as pas de pénis pendant le développement dans l'utérus, dans le placenta. La testostérone est faite dans les mitochondries des testicules.
Cortisol, c'est une hormone essentielle pour se réveiller le matin et puis pour répondre au stress, faite dans les mitochondries, des glandes surrénales, comme cette mitochondrie-là ici. Et il y a d'autres hormones stéroïdiennes aussi qui permettent de réguler le sel, puis le sucre, etc. Donc, pourquoi est-ce que l'organisme a décidé de faire les hormones peuvent être fabriquées dans d'autres compartiments de la cellule. Pourquoi dans les mitochondries? On pense que c'est peut-être parce que activer ces hormones-là, devenir enceinte, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'énergie. Donc, si on peut faire les hormones dans la même organelle, dans la même structure cellulaire qui transforme l'énergie, là, ça peut permettre à l'organisme d'être bien aligné. S'il n'y a pas d'énergie, il ne va pas faire les hormones. S'il y a assez d'énergie pour soutenir les efforts que les hormones requièrent, là, il peut mobiliser ces réponses-là. Donc, il y a une diversité des mitochondries qui supportent nos vies. C'est fou. On ne savait pas ça il y a quelques années. Et ça, ces images-là, ça vient d'un article qui a été publié juste l'année passée. Donc, vous avez le cutting edge de la biologie mitochondriale. On va regarder une autre cellule avec des mitochondries en vie. Ça, c'est une cellule de peau. Ça s'appelle un fibroblaste. C'est quoi le gros cercle ici, là? On voit encore toutes les mitochondries qui bougent. C'est quoi le gros cercle au milieu? Le noyau de la cellule, exactement. Dans le noyau, on sait qu'il y a les gènes, les 23 paires de chromosomes, dont le génome ou bien l'épigénome. Qui a déjà entendu parler de l'épigénome? OK, la plupart du monde, ou à peu près la moitié. L'épigénome, c'est un niveau de régulation par-dessus. Épi, ça veut dire par-dessus le génome. Donc, on a nos gènes, et ils peuvent être activés ou désactivés, et l'activation-désactivation, ça se fait avec l'épigénome, et ça, c'est influencé par les mitochondries et d'autres choses. Une question centrale dans la santé humaine, c'est comment est-ce que les facteurs environnementaux, les facteurs comportementaux et ce qu'on mange, la nutrition et d'autres affaires, comment est-ce que ça influence l'expression de notre génome, notre potentiel de santé et notre santé et guérison. Donc, c'est l'interaction. Et pendant, je ne sais pas, plusieurs décennies, le monde se sont posés, les chercheurs ont essayé de comprendre l'interaction gène-environnement. Et ce qu'on commence à penser, c'est que les mitochondries, si on regarde physiquement, elles sont positionnées entre l'environnement et le génome ou l'épigénome. Donc, s'il y a un signal dans l'environnement, comme une toxine, un pesticide par exemple, ou un hormone de stress qui est produit par quelque part d'autre dans l'organisme, qui veut arriver pour aller changer l'expression des gènes, ça doit passer à travers le réseau mitochondrial, le réseau dynamique de mitochondries qui interagissent et tout ça. Et peut-être que cette interaction-là, ce portail ou cette interface énergétique, c'est un gros facteur dans la santé, dans le bien-être et dans le développement de maladies chroniques. Donc, une de nos questions maintenant, avec notre modèle énergétique de l'organisme, c'est est-ce que les mitochondries sont le portail énergétique qui filtre les expériences qu'on a et les trucs auxquels on est exposé. Donc, d'où viennent les mitochondries? De la maman, exactement. Il y a le génome maternel, le génome paternel, dans le noyau. On combine les deux, et là, ça fait, voilà, un petit œuf fécondé. Le sperme apporte la moitié du génome, la mère a la moitié du génome dans son œuf. Poup, ça fait un bel œuf fécondé. Et là, l'environnement, le comportement, la nutrition permet de développer. Et au final, on a différents types de cellules. Les neurones, les cardiomyocytes, qui sont le cardiaque, muscle de cœur, myocytes qui sont dans nos jambes, dans les muscles squelettiques, le foie, les reins, la glande surrénale, tout ça, ils ont des mitochondries différentes, comme j'ai déjà dit. Donc, on peut aussi se poser la question, comment est-ce que les mitochondries changent avec le vieillissement? Comment est-ce que ça influence notre habileté ou notre potentiel de développement, développement à partir de l'enfance et là, ensuite le développement après 60 ans, mettons, le processus de vieillissement. Et comment est-ce que les mitochondries influencent ça? Donc, comme monsieur ici a dit, les mères transmettent les mitochondries. Ça, c'est la photo de mes mitochondries préférées. Ici, c'est ma grand-mère à son anniversaire, 90 ans, avec ma mère, qui a les mêmes mitochondries que sa maman. Et ça, c'est ma grand-mère à 90 ans, danser, faire des petits pas, bouger ses mitochondries, activer, qui la fait respirer plus, qui active le flux d'énergie dans son corps. Et ça, c'est une de mes photos préférées. Ça, c'est 4 générations de mitochondries.
On a la première génération qui passe les mitochondries à la deuxième, qui passe les mitochondries à la troisième. Véronique, qui est ma petite sœur ici, on a un père différent, mais on a les mêmes mitochondries. Et qui passe ses mitochondries à son bébé, Serena. Donc, les mitochondries sont passées comme ça, c'est comme le flambeau de la flamme de vie qui se passe d'une génération à l'autre. Les papas, désolé. Vous pouvez passer d'autres choses, mais pas les mitochondries. Donc, comment ça se passe? On a l'énergie qui coule dans nous et qui nous garde en vie, qui nous permet de ressentir les choses, qui nous permet de se développer, de vieillir, etc. Mais il y a ce concept-là en physique que quand il y a beaucoup d'énergie qui passe dans un système, le système il se met à chauffer un petit peu. Et là, ça crée ce qui s'appelle de l'entropie. Hein, les molécules qui commencent à shaker trop parce qu'il y a trop d'énergie, que ça se réchauffe, comme une résistance dans un circuit électronique, par exemple. Et quand les trucs commencent à shaker, puis il y a de l'entropie qui s'accumule, il y a une perte de structure. Hein, c'est pour ça que si c'est un jeune qui est toujours en train de mettre son char dans le tapis, la pédale dans le fond, je regarde mon petit frère ici, là. Le char perd sa structure un peu plus rapidement que si c'est ma mère qui conduit. Donc, si on regarde dans le monde naturel, il y a un spectre de choses qui font couler de l'énergie très rapidement et des choses qui font couler de l'énergie beaucoup plus lentement. Et intéressant, c'est relié avec la durée de vie de ces processus-là. Donc, ça, c'est mon processus préféré, c'est le feu. 1 seconde, même pas. Hein? Tu mets quelque chose, tu l'allumes comme une allumette. Hein? Et la flamme, elle brûle l'oxygène, elle brûle le bois, par exemple, et là, il n'y a plus rien. Ça a duré 1 seconde. Toute l'énergie est partie en chaleur. C'était beau, mais c'est fini. Hein? Il y a d'autres choses. Donc, ça, c'est un exemple d'énergie qui coule très, très rapidement. Il y a d'autres choses vivantes, comme ces arbres-là. Ça, c'est des redwoods. Je ne sais pas c'est quoi en français, les redwoods. Y a-t-il quelqu'un qui sait? Séquoia, oui, je pense que c'est ça. Séquoia, ça c'est en Californie. Ces arbres-là, ils ont des centaines d'années. Il y a des arbres là qui ont plus que 1000 ans. 1000. C'est des générations humaines, ça. 1000 ans. Et il y a de l'énergie qui coule, comme dans la flamme, dans l'arbre, mais tellement lentement. Il y a un rythme juste beaucoup plus lentement. Et ça permet à ces arbres-là de vivre pas juste 100 ans, pas juste 200 ans, 500 ans, 1000 ans. Il y en a même qui ont 2000 ans dans le nord de la Californie. Donc, les choses qui font couler de l'énergie très lentement peuvent vivre des siècles. Les créatures vivantes, comme nous, les animaux, on est comme dans le milieu. Entre la flamme qui part en fumée en 1 seconde et les arbres qui sont capables de vivre des siècles et des siècles. Et plus les animaux sont petits, plus le corps est petit, comme une mouche, par exemple, tellement petite, ça bouge super vite, ça vit combien de temps? 3 semaines? 2 mois maximum? Et une baleine, ça peut vivre jusqu'à plus que 200 ans. Des requins qui sont assez gros aussi peuvent vivre, qui habitent dans le fond, dans la froideur, qui diminue l'entropie, peuvent vivre des siècles aussi. Et les humains, on est à peu près dans le milieu ici, ou peut-être un peu plus en termes de grosseur. Là. On est pas mal gros, mais pas si gros que ça. Donc, on vit à peu près 80 ans en moyenne, plus ou moins 30 ans. Donc, on est un processus énergétique. Pas comme une flamme, pas comme un arbre, mais un peu quelque part dans le milieu. Ça, c'est un exemple, je veux illustrer le fait que quand on injecte de l'énergie dans un système, ça transforme le système. Ça peut amener le système à être en vie. Ça, ici, ce qu'on voit, c'est un pétri avec de l'huile et des petites boules de métal. Des petites boules de métal qui transmettent l'électricité. On regarde ici le système. Ça, c'est à l'état... pas d'énergie dans le système, il y a juste les billes, l'huile, c'est tout. Et là, ce qu'on va faire, c'est injecter de l'électricité, donc une forme d'énergie, comme dans les mitochondries, dans le pétri. Et on va voir ce qui se passe avec les petites billes. Tu vois, c'est le mouvement comme ça. C'est pas vivant. C'est pas vivant, c'est des billes de métal dans l'huile. Ici, on a reculé un petit peu, on voit tout le processus. Là. On voit les deux, le plus puis le moins pour l'électricité. Regardez la dynamique. Alors, c'est pas vivant, c'est du métal dans l'huile. Mais infusé avec de l'énergie. Ça, c'est un autre exemple.
l'ordre. Il y a une régularité ici qui peut être expliquée avec certains principes de physique. On voit même des changements de conformation. C'est magnifique, non? Le système amené en mouvement, amené en état dynamique, juste en injectant de l'électricité. Donc, imagine ça, c'est deux composants, du métal et de l'huile. Imagine si tu es fait d'à peu près 100 000 protéines, avec des membranes de lipides, avec des mitochondries, avec des branches de neurones, tout ça. Tu injectes de l'électricité là-dedans, boum, tu as l'expérience humaine, la conscience humaine qui sort de ça. Complètement magnifique. Donc, la flamme de vie humaine, c'est le mouvement d'énergie comme ça qui nous garde en vie. On va regarder un exemple de flamme. Ça, je pense, c'est le meilleur parallèle qu'on a pour illustrer c'est quoi la vie humaine, c'est quoi la santé. Ce qu'on peut apprécier dans cette flamme-là, c'est qu'elle requiert une structure. Hein? Ce n'est pas juste de l'énergie comme ça qui part en flamme, littéralement. Ce n'est pas juste une explosion. La flamme est là, tu regardes, 1 minute plus tard, la flamme est encore là. 1 minute plus tard, la flamme est encore là. Mais c'est-tu la même flamme? Hein? Ce n'est pas la même flamme. La cire qui était là, qui brûlait il y a 1 minute, ce n'est plus la même cire maintenant. La mèche, c'est plus la même mèche. Et la structure, intéressamment, la structure de la chandelle, hein, qui est un peu huileux, graisseux, là, la cire, c'est fait de la même chose, des molécules de carbone, des hydrocarbones qui viennent des plantes, que nous, on est fait de ça. Structure de carbone. Et que les mitochondries sont faites. Le feu, la flamme consomme l'oxygène et elle émet du CO2, hein, comme on a vu que les mitochondries font. La flamme, elle est flexible. Hein, on la voit bouger. Ce n'est pas rigide comme une machine. Il y a une flexibilité, il y a un petit courant d'air, comme dans nos vies, un petit courant de difficulté. Et on vacille et puis on se remet, on se recentre. Donc la flamme, elle est fragile, mais il y a aussi une résilience à son existence. Hein? Parce qu'on peut l'éteindre. C'est assez facile d'éteindre une flamme, de la même manière que c'est assez facile d'éteindre une vie humaine, mais il y a quand même une résilience qui permet à des individus de passer à travers des choses difficiles et de rester intègres. Donc la flamme est en mouvement, elle est dynamique, adaptable, chaude, hein? La chaleur humaine, la chaleur de la flamme qui vient de l'énergie qui coule, elle est lumineuse. Il y a du monde aussi, tout le monde ici est lumineux. Je ne vous vois pas très bien avec le projecteur, là, mais je sais que vous êtes lumineux. Et aussi, elle est éphémère. Hein? La flamme va s'éteindre un jour, comme nous autres. Si on regarde la flamme après une couple d'heures, pour nous autres, ça serait une couple de décennies, peut-être pas loin d'un siècle, on voit que la flamme est plus petite. Hein? Son mouvement est un petit peu moins vigoureux, peut-être. Et éventuellement, on arrive, la flamme a l'air de ça. On voit la mèche est encore là, elle brûle, on sent sa présence, on peut se réchauffer avec, on peut interagir avec, et tout d'un coup, ptchou. Ça, c'est le mouvement de la vie. On est là pour vivre, pour brûler, pour rayonner, puis éventuellement, tchou, pour passer. À quel rythme notre flamme brûle-t-elle? Qu'est-ce qui détermine si on brûle vite ou si on brûle pas trop vite? Ça, c'est une des seules diapositives avec des données que je vais vous montrer, mais c'est des données intéressantes. Ce qu'on va regarder ici, c'est le coût énergétique du développement et du vieillissement. Donc, ce qu'on a sur l'axe vertical, c'est la dépense énergétique qui est ajustée avec des paramètres appropriés. Donc, ça, c'est comme l'intensité de la flamme. Okay? Sur l'axe des X, ici, horizontal, c'est les années. Donc, ce que les chercheurs ont fait ici, c'est qu'ils ont collecté, ils ont mesuré la dépense énergétique du corps des bébés qui venaient juste de naître jusqu'à 100 ans, un siècle. Et là, on se demande, ça coûte combien d'énergie vivre? Quand on a 1 an, quand on a 5 ans, quand on a 20 ans, quand on a 60 ans, quand on a 90 ans. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Quand les bébés viennent juste de naître, ils dépensent le moins d'énergie. Et là, à peu près 1 an, dans les premiers mois, la dépense énergétique augmente dramatiquement. 100 ici, c'est la moyenne à travers la durée de vie humaine. Hein? Donc, on voit que les bébés, ils sortent de l'utérus, sont tout petits, tout faibles. Là, ils commencent à perdre du poids, puis après ça, ils prennent de l'énergie à leur maman. Merci, maman.
Et on voit le pic ici. Hein, la dépense énergétique maximale des enfants est à peu près entre 2 puis 5 ans. Et qu'est-ce qu'ils font, les enfants, pour dépenser leur énergie? Ils font des choses comme ça. Tout le temps en train de bouger. Il n'y a pas d'adultes qui font ça. Ça serait peut-être le fun qu'ils inventent des affaires comme ça. Et où Gilles? Ça, c'est la fille de Gilles. Merci, Gilles, d'avoir permis de montrer ça. Et les enfants, ils font ça. Ça, c'est Noah, mon gars. Donc, il observe, hein? Il apprend, il incorpore toutes sortes d'informations. Il sent les choses, la texture du banc, les sons ici, telle personne, tout en train d'absorber, de s'imprégner du monde. Ça coûte de l'énergie, ça. Ça coûte de l'énergie sauter, ça coûte de l'énergie processer ce qu'on fait ce soir, là, d'engager notre organisme dans quelque chose d'utile comme d'apprendre, de satisfaire notre curiosité. Donc tout ça, ça coûte de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe après 20 ans? Qu'est-ce qu'on pense? Ça crache, ça remonte. Julie dit, ça reste plat. Exactement. Tout l'âge adulte. Ça, c'est incroyablement plat. Il n'y a pas beaucoup de choses en biologie comme ça qui sont plates sur 40 ans. Et qu'est-ce qui se passe après 60 ans? Ça remonte? Ça descend? Réponse mixte. Voici ce qui se passe. Ça descend. Ça descend un petit peu. La flamme est un petit peu plus tranquille. Et là, à la fin, on a peut-être qui remarquent, oui, ça remonte. Ça, ce qui se passe, c'est probablement que le monde qui sont encore là à 95 ans, sont spéciaux un petit peu. Ça s'appelle le billet de survie en épidémiologie. Donc, il y a un principe de distribution d'énergie dans l'organisme qui s'appelle des contraintes sur le budget énergétique. Donc, le corps a un certain budget, hein, sur les adultes entre 20 et 60, c'est plat. Donc ça, c'est ton budget énergétique. À chaque jour, tu as un certain budget à dépenser. Si tu le dépenses tout en faisant 3 heures de marathon, il y en a qui courent des marathons ici, après, il faut que tu te reposes. Hein? Tu n'as pas trop envie de t'énerver. Puis là, tu dors une nuit plus longue, puis le lendemain, tu es un petit peu en récupération. Donc, il y a des bonnes évidences scientifiques qu'on a un certain budget qui est fixe. Les humains ont un budget, les souris ont une autre sorte de budget, les éléphants ont une autre sorte de budget. Chaque organisme, chaque espèce a un budget différent. Et comment on dépense ce budget-là, on pense, un facteur très important pour la santé. Donc, une manière de visualiser ça, c'est ça. Ici, on a un réseau. Chaque rond ici, ça pourrait être un organe ou une cellule ou quelque chose comme ça. C'est une représentation schématique de l'organisme. Et les lignes entre les ronds, ça veut dire qu'il y a de la communication. Une hormone où les organes, les cellules se parlent. Ça coûte de l'énergie de garder des cellules en vie. Hein, la petite flamme de vie dans chaque cellule. Et ça coûte de l'énergie pour les cellules de communiquer. Mais ensemble, elles forment un collectif social qui est plus efficace, qui permet de vivre avec une dépense énergétique minime ou de rentrer dans le budget. Avec du stress aigu, l'organisme, le cœur accélère, le cortisol est sécrété, un petit peu de sueur aux mains, les muscles se tendent, on rumine, toutes sortes de choses comme ça. Tout ça, ça coûte de l'énergie. Donc, on voit le speedomètre là, qui commence à monter. Ça s'appelle l'allostase ou l'allostasie. Il y a la charge allostatique. Quand on vit des stress chroniques, hein, on a un job qui ne nous fait pas sentir trop bien, on est dans une relation difficile ou on a un projet qui nous en demande un peu trop. Là, il y a nos organes qui commencent à être surmenés et ça commence à coûter encore plus d'énergie. Et là, finalement, quand les organes sont surmenés pendant trop longtemps, il y a des organes qui brisent. Et là, c'est là qu'on voit des problèmes de santé et ça coûte encore plus d'énergie. Donc, le corps malade coûte plus d'énergie que le corps en santé. Mais pourquoi le métabolisme diminue-t-il en fin de vie? C'est pourquoi il y a cette petite descente-là. On a beaucoup réfléchi à ça. Et ce qu'on en est venu à la conclusion, c'est que ce qui se passe, c'est que quand il y a des cellules dans le corps qui commencent à accumuler des petits dommages ou qui commencent à ne pas fonctionner trop bien, ou peut-être des mécanismes ou des schémas psychologiques qui nous sucent de l'énergie, les regrets, les choses comme ça, ça coûte de l'énergie. Et là, le cerveau, il sent ça. Et il dit, wow, quelque chose qui coûte trop d'énergie ici. Là. Si je continue à dépenser de l'énergie comme quand j'étais jeune, je vais tomber en banqueroute. Donc là, le cerveau, il dit, OK, comment je fais pour sauver de l'énergie?
peut-être je pourrais atrophier mes muscles. Hein, avoir des plus petits muscles, ça va coûter moins d'énergie. Arrêter de faire toutes les hormones qui coûtent bien de l'énergie, comme la testostérone, puis les thyroïdes, les hormones thyroïdiennes et tout ça. Faire de la couleur dans les cheveux. Ça coûte de l'énergie de mettre du pigment dans nos cheveux foncés. Donc, c'est peut-être, ça c'est une hypothèse, c'est peut-être un mécanisme d'économie d'énergie, d'arrêter de faire du pigment dans les cheveux. Donc, on vient avec les cheveux blancs, puis là, je commence à en avoir aussi, là, avec le, avec le stress. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes comme ça qu'on comprend comme des désordres ou des défauts du vieillissement ou des trucs à combattre qui, en fait, pourraient être des adaptations physiologiques. Le cerveau qui dit « Comment je fais pour sauver de l'énergie? Voilà, on peut faire ça, ça, ça. » Finalement, c'est qu'on devient frêle et on devient moins vigoureux. Mais l'hypothèse qu'on ne pourra jamais tester, c'est que si on empêchait le cerveau d'établir cet état de frêleté, peut-être que l'organisme vivrait bien en vigueur, mais finirait par mourir beaucoup plus tôt. Donc, peut-être qu'on se gagne 10 ans peut-être, 15 ans, en développant de plus en plus de limitations. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on a publiée récemment qui s'appelle le modèle de conservation d'énergie corps-cerveau. Et je ne vais pas vous en dire plus là-dessus. On va se garder du temps pour les questions. Donc, ce qui se passe, comme j'ai dit, c'est que dans ce modèle-là, le cerveau ressent les coûts énergétiques qui augmentent avec la maladie. C'est probablement pour ça que les maladies chroniques, ça accélère le processus de vieillissement, puis ça nous fait décrépir un peu plus rapidement, parce que ça coûte de l'énergie d'être malade, puis là, le cerveau, il sent ça, comme quand on combat une infection, puis finalement, on a l'air de ça. Donc, on s'en va tout là éventuellement. On va parler de nutrition et mitochondrie un petit peu. Comme je vous l'ai dit tantôt, on a plusieurs sortes de mitochondries dans l'organisme. Et on a des mitochondries dans le cerveau, dans le cœur et dans le foie, par exemple. Et il y a certaines situations, certains états physiologiques où les mitochondries commencent à communiquer entre elles. Elles sont tout le temps un petit peu en communication, mais il y a certains états physiologiques où elles communiquent et elles s'unissent pour établir la santé de l'organisme. Avec la faim. Hein, quand on sent qu'on a faim, pas l'état programmé de c'est l'heure que je mange, là, mais quand on sent vraiment un sentiment de faim à l'intérieur de nous, ça stimule la communication entre les mitochondries. Le jeûne intermittent. Qui a entendu parler du jeûne intermittent? Ah, OK, beaucoup. Quand on ne mange pas de déjeuner, par exemple, après 60 ans, là, quand ça commence à diminuer, la petite courbe énergétique, là, ce qu'on s'est fait dire quand on était jeune, le déjeuner, c'est le repas le plus important, je pense que ce n'est pas vrai. Parce que la flamme brûle un petit peu moins et si on continue à y donner trop de nourriture juste à cause du conditionnement social de manger le matin, probablement ça a des effets dommageables. Donc le jeûne intermittent, d'avoir faim quand tu arrives à midi, c'est tellement bon de manger quand tu as faim, a probablement des effets bénéfiques sur les mitochondries. Et durant le sommeil, quand on dort, l'organisme s'en va dans un état énergétique, un état métabolique différent qui promouvoit aussi cette communication entre les mitochondries. Comment est-ce que les mitochondries se parlent? C'est quoi le signal? Il y a plusieurs signaux, mais on va parler d'un signal ici, qui permet, par exemple, aux mitochondries du foie de parler et d'aider, de soutenir les mitochondries du cerveau et les mitochondries du cœur. Et ce truc-là, c'est les corps cétoniques. Qui a entendu parler des corps cétoniques? OK. Donc, les mitochondries communiquent, entre autres, par les corps cétoniques. Ça, c'est pour ceux qui veulent voir des détails. On a une mitochondrie ici à gauche, du foie, et toutes les enzymes, tous les petits symboles ici, là, qu'on n'a pas besoin de s'occuper. On voit que les corps cétoniques sont produits dans les mitochondries. Donc ça, c'est la job des mitochondries du foie, c'est de faire des corps cétoniques. Après, ça sort des mitochondries, ça s'en va dans le sang, ça remonte jusqu'au cœur. Après, le cœur, il envoie ça jusqu'au cerveau. Et là, les mitochondries du cerveau ou les mitochondries du cœur, comme il est illustré ici, sont capables d'utiliser les corps cétoniques pour transformer de l'énergie de manière très efficace. Donc, la production et la consommation des corps cétoniques se fait dans les mitochondries. Donc ça rend ça assez intéressant. Un corps cétonique en particulier qui est très étudié, ça s'appelle le bêta-hydroxybutyrate, ou BHB pour les initiés. Il y a des détecteurs qui connaissent quelqu'un qui porte un Continuous Glucose Monitor, un moniteur de glucose continu. OK, plusieurs personnes. Il y a aussi des petits trucs comme ça qu'on peut se mettre sur la peau. J'en porte un en ce moment, qui permet de mesurer les corps cétoniques.
Et là, il y a une application sur le téléphone, puis là, on peut voir, mais mon bêta-hydroxybutyrate est à 0,8. Est-ce que je peux apprendre quelque chose avec ça? Donc, j'ai commencé à faire ça il y a 2 jours. Je voulais vous partager un petit quelque chose. Ça, c'est mon tracé de bêta-hydroxybutyrate sur les 2 derniers jours. Donc, dimanche, ici, c'était dimanche, j'ai mangé du saumon pour souper, donc quelque chose pas très riche en hydrates de carbone. Et là, pendant le sommeil, boum! Grosse induction en bêta-hydroxybutyrate. Donc, les mitochondries se parlent et on sait pendant le sommeil, c'est un état réparateur, c'est un état de récupération, de restauration. Donc, beau pic de bêta-hydroxybutyrate pendant la nuit. Je me suis réveillé à 5 heures et là, j'ai commencé à lire, puis c'était stimulant. J'ai travaillé sur quelque chose d'intéressant. Après, j'ai été faire un petit jogging. On voit le bêta-hydroxybutyrate qui remonte un petit peu. Et finalement, après ça, j'ai pris l'auto pour monter ici à Montréal. Et là, à midi, je commençais à avoir vraiment faim et je me suis payé la traite. Je m'étais apporté un pain aux bananes. Mon gars, il a fait un pain aux bananes avec sa grand-mère, avec du chocolat noir, mais tu sais, des grosses pépites, non? Et j'avais mis là-dedans des noix de Grenoble avec du yogourt, des framboises fraîches. Oh! Donc ça, c'était une grosse dose de glucides. Hein? Et on voit le pic de corps cétonique complètement diminué. Et là, finalement, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais vraiment faim. On voit le retour ici. Et là, je me suis payé à la traite encore. J'ai été à l'Indien avec mon amie Julianne. Et là, j'ai trop mangé. Le naan, il était tellement bon. Encore une fois, une bonne dose de glucides. Et on voit le pic qui s'éteint. Et là, j'ai tellement mal mangé. J'avais tellement trop mangé. J'avais mal au ventre. Et là, regardez pendant la nuit l'absence de pic comparé à quand j'ai mangé un beau morceau de saumon. Je me suis réveillé un petit peu moins vigoureux ce matin. Donc ça, c'est ce matin. Je n'ai pas déjeuné jusqu'à temps que j'arrive ici à manger une omelette. Et on voit la descente ici. Pas la descente aux enfers, là, mais la descente à la perte d'état kétogène qui était moins à pic qu'avec le naan ou avec le pain aux bananes. Hein? Donc ça, c'est l'effet d'une omelette qui est beaucoup moins riche en glucides. Et là, après, j'ai eu un beau traitement où j'ai pu sentir mon énergie couler. Et là, boum, un pic de corps cétoné. Donc, avoir faim, c'est bon pour les mitochondries et pour notre énergie. Et finalement, je parlais d'inspiration avec les minutes qui nous restent. Et ma collègue Caroline, qui est belge, qui travaille avec notre équipe aux États-Unis, elle a publié un article récemment qui montrait que les états d'esprit positifs sont liés avec la capacité de transformation d'énergie dans les mitochondries du cerveau humain. C'était la première étude à lier ensemble. La manière qu'on a fait ça, c'est avec nos collègues à Chicago. Ils ont recruté du monde, 65 ans et plus. Ils leur ont dit est-ce que vous voulez venir? À chaque année, vous allez remplir des questionnaires sur votre sentiment d'appartenance, sur votre sentiment d'être connecté avec d'autres personnes, support social, ou connecté avec quelque chose d'au-delà de vous. Est-ce que la vie a un but? Ce genre de trucs-là. Et aussi de noter les choses négatives, comme le stress, l'anxiété, de se sentir seul, etc. Donc, le monde, ils ont fait ça à partir de 65 ans, pendant jusqu'à 20 ans. Ils ont suivi le monde pendant 20 ans. Donc, on a des données, comment le monde se sent. Il y a du monde qui se sent plus positif, du monde qui se sent moins positif ou plus négatif, moins négatif. Et là, à la fin, quand ils meurent, ils donnent leur cerveau à la science. On en reçoit la moitié du cerveau. On prend une petite partie, on mesure les mitochondries. Donc, ça nous a permis de mettre ensemble la biologie des mitochondries dans le cerveau de quelqu'un avec comment il se sentait avant de mourir. Et ce que Caroline a trouvé, c'est que les gens qui se sentent plus positifs, qui ont des meilleurs rapports avec leur environnement, le monde autour d'eux, qui se sentent plus inspirés, ont plus de mitochondries dans le cerveau. Et ils ont des mitochondries qui sont optimisées pour transformer l'énergie. Donc ça supporte une étude qu'on a publiée en 2018. Et c'est en train de lancer un nouveau champ de psychobiologie. Hein? Le psyché, le mental et la biologie dans la mitochondrie. Et ça fait partie de notre programme de recherche en cours. Donc, on va faire un petit exercice. Merci jusqu'à date de votre enthousiasme. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous allume. Hein? Et c'est intéressant de considérer la tournure de phrase qu'on utilise tout le temps. Qu'est-ce qui t'allume? T'allumes, qu'est-ce qui fait bouger ta flamme? Donc, on va faire un petit exercice. On va co-créer cette diapositive-là. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui vous allume?
Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Rencontrer quelqu'un, oui. Pardon? Avec le divan ou le divin? Je n'ai pas compris. Le vivant, oh oui. OK, merci. Nature. Ah, les enfants. Nos enfants. L'activité physique. Oui. Chanter. Chanter. Je suis pas là. Chanter, ouais, manger. Manger les bonnes affaires. Musique. Dessin. Le repos. Merci. Dessin. Tabarouette, merci beaucoup. L'art, oui. On va ajouter ça, puis on va... C'est-tu pas beau, ça? Wow. Ici, dans la salle, et on n'a pas toutes, hein? Je n'ai pas pu tout écrire. Ça prendrait plusieurs diapos, je pense. On est tous bougés par quelque chose de différent. Hein? On est tous bougés par quelque chose de différent. Savoir ce qui nous allume, ce qui nous donne de l'énergie. Pas juste ce qui nous donne de l'énergie pendant 5 minutes ou qui nous fait sentir un petit peu excités. Ça, c'est des choses qu'on peut confondre un petit peu. Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie pour demain, pour la semaine prochaine, pour l'année? Qu'est-ce qui nous donne, qui nous rend optimistes? Qu'est-ce qui nous rend énergisés? Je pense que c'est quelque chose qu'on ne se pose pas assez la question et on suspecte, d'après nos recherches, que ça, c'est important pour la santé. Le bonheur, merci. Peut-être le bonheur, c'est de sentir notre flamme, hein, notre flamme qui peut briller de toute sa lueur. Je vais finir sur une note plus grande échelle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Si on est des processus énergétiques, je devrais dire, il y a une dimension mécanique au corps. Hein? Si on a une valve dans le cœur qui ne fonctionne pas, ou si on a un accident, puis il y a une artère qui est ouverte, puis le sang il coule, c'est très utile de prendre l'organisme comme une machine. Hein? Et là, mécaniquement, tu bloques l'artère et tu sauves la vie. Ou tu mets un pontage, ou tu changes la valve, ou tu changes la hanche. Et ça, c'est très utile. Hein? Ça s'appelle la médecine de terrain de bataille. Sauver la vie, c'est les antibiotiques, hein, les choses comme ça, ça sauve des vies. Mais est-ce que c'est la meilleure approche? Est-ce que c'est le meilleur modèle scientifique qu'on a pour aider à promouvoir la santé? Ce modèle-là fonctionne pour assouvir nos inconforts. Hein? Toutes les médications qu'on a, les quelque chose, antidouleur, antidépressant, anti-hypertensif, quelque chose, ça va à l'encontre du mouvement d'énergie dans l'organisme. Et c'est utile des fois, hein? Puis ça nous rend confortables en différentes situations. Mais est-ce que c'est la meilleure manière d'adresser la santé? Est-ce que la prévention, oui. Ouais. Donc, ça, c'est le spectre de la mort jusqu'à la santé optimale, hein, où on ressent le bonheur. Ce que le système de santé fait, c'est se focusser entre la mort et la maladie chronique. Si tu n'es pas malade, tu ne vas pas voir, tu ne vas pas être traité. Hein. On a la médecine préventive, qui est comme un bras de la médecine, qui s'intéresse au continuum ici entre être sain, tu n'es pas encore malade, mais peut-être il y a quelque chose qui cloche un petit peu. Comment on peut faire pour te garder en santé, pour prévenir la maladie? Donc, même la médecine préventive, c'est focusé sur prévenir la maladie. Ce qu'on a besoin, c'est une science de guérison. Qu'est-ce qui nous permet de guérir? Qu'est-ce qui nous permet de rester en santé? Et la base de la santé, je veux dire, c'est la guérison. Chaque soir, quand on va se coucher, hein, l'organisme, on perd conscience, qui est peut-être une bonne chose. L'ego qui essaye de se défendre tout le temps, complètement hors connexion. Et là, ça mobilise un état physiologique, psychobiologique peut-être, corps-esprit, tu appelles ça comme tu veux, de récupération
et de guérison. On est capable de guérir des plaies. Les enfants grandissent pendant la nuit. On se réveille, on se couche des fois le soir après une journée difficile avec des interactions un peu difficiles. On doute de choses, on doute que le futur vaut la peine, et des choses comme ça. On se réveille souvent en meilleur état. Hein, la nuit porte conseil, mais la nuit aussi porte santé peut-être. On ne comprend rien. On n'a pas de compréhension scientifique du processus qui nous permet de guérir et qui nous permet de rester en santé pendant longtemps. Et donc, je propose que notre capacité à guérir, c'est un processus énergétique. Et je ne devrais pas dire je propose, c'est la réalité. Un corps qui n'est pas énergisé ne peut pas guérir, mais ça implique les mitochondries. Donc, notre science des futures années va se concentrer là-dessus. Je vais finir par vous présenter mon équipe. Ça, c'est notre équipe de recherche à l'Université Columbia qui fait ce travail-là, qui sont proches de mon cœur. Je me sens tellement heureux, pas juste d'être ici ce soir avec vous tous et vos commentaires et vos questions, mais cette équipe-là avec qui je travaille tous les jours. Caroline ici, qui est une professeure assistante dans notre équipe, qui est une psychologue clinique de formation, épidémiologue, et qui est devenue une mitochondriaque. Et maintenant, elle aide notre programme de recherche à s'étendre au-delà de ce que moi ou de les autres dans l'équipe pourraient faire. Donc, on a une équipe diversifiée avec du monde qui s'occupe des cellules, des mitochondries, des approches bioinformatiques jusqu'à des approches psychologiques et psychosociales, etc. J'aimerais dire merci au Cœur des sciences. Merci Stéphane de l'opportunité de partager ça avec vous. Merci Gilles qui est ici, qui était un des co-organisateurs du congrès sur le vieillissement. C'est Gilles qui est derrière tout ça. C'est grâce à Gilles que Stéphane m'a invité. Donc je suis très reconnaissant. Et Gilles, c'est un des plus beaux mitochondriaques que je connais. Dur dans le fond de son cœur. Et bien sûr, les organismes de financement qui ont permis de faire ce travail-là et qui nous font confiance pour développer une science de la guérison. Merci. Merci beaucoup.